Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour participer au cycle numéro 231 d'investigation du département d'investigation de la Team Grifasi. Plus différents pays participent à ce protocole, le but étant de recueillir les informations qui reviennent le plus souvent à travers différents pays pour un même type de questionnement. Le protocole se compose de deux parties, une partie de questions fixes. À ce stade, je ne pourrai pas intervenir sur les réponses, elles ne seront pas approfondies. Et dans une deuxième partie, je pourrais avoir un questionnement libre à partir des réponses que tu auras apportées au cours du premier cycle. Tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de l'investigation? Je te confirme ne pas connaître le sujet. Parfait. Alors c'est parti. En combien veux-tu tu veux un décompte de combien? À 5. 5? Ok. Tu vas prendre une profonde inspiration, expiration. Tu détends ton corps. 5. Tu rentres en profondeur. À chaque chiffre, de plus en plus en profondeur. Waouh. Tu restes guidé par ma voix. Tu es prête? Oui. Je compte de 1 à 3. À mon 3, tu observes et tu me dis comment le plan métaphysique de la guerre entre Israël et la Palestine a changé depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. 1, 2, 3. Alors j'observe une variation de fréquence. Les couleurs ne sont pas les mêmes. C'était très sombre au-dessus d'Israël. Et cette fréquence, ce côté dark transpirait sur la Palestine. Maintenant, c'est comme s'il y avait une lentille invisible qui empêchait cette couleur noire de se propager, de s'étendre vers la Palestine. Autre chose? Non. D'accord. Regarde la situation géopolitique mondiale après 7 mois de guerre entre Israël et la Palestine. Qu'en perçois-tu? Il y a des ramifications qui partent dans tous les sens. Mais les ramifications reviennent toujours, enfin partent et reviennent. Elles partent et elles reviennent vers Israël. C'est comme si les fréquences de guerre entre Israël et la Palestine s'étaient propagées dans différentes parties du globe. Et il y a une forte connexion, je vois un point plus important, une connexion plus importante entre les États-Unis et Israël. Ces connexions sont moindres dans d'autres parties du globe. D'accord.
Autre chose? Alors, les connexions qui partent et qui reviennent vers Israël sont nombreuses. Mais il y a une petite connexion qui arrive vers la Palestine. Elle vient plutôt d'un autre secteur de la planète, c'est du côté de la Russie. Et ce sont des fréquences très légères, très lumineuses. Tu perçois autre chose? Non. D'accord. Pour ce qui est du seul plan physique, observe les informations considérées comme top secrètes et donc non divulguées, qui sont strictement responsables de la guerre entre Israël et la Palestine. Qu'en perçois-tu? Alors, je perçois des souterrains avec des portes, nombreuses portes, avec des étagères, avec des archives, avec des micros qui déforment les voix, avec des fréquences linguistiques plutôt anglo-saxonnes. Il y a des échanges dans cette langue qui se font. Et c'est comme si les choses se faisaient et se défaisaient en souterrain. Et ce sont des souterrains qui ne sont pas ni en Israël ni en Palestine. C'est un lieu neutre. Tu peux me préciser qu'est-ce qu'est ce lieu neutre? Un souterrain qui n'est pas connu, qui n'est pas cartographié, qui n'est pas identifié, où même les satellites ne vont pas, qui est connu des dirigeants de la planète. D'accord. Autre chose? Non. Progresse dans l'avenir le plus probable à partir des conditions actuelles et dis-moi comment la guerre entre Israël et la Palestine évoluera. Alors la forte connexion qui était existante entre Israël et les États-Unis se disloque du fait d'une émergence de nouvelles fréquences avec l'Europe. Ça vient des pays de l'Est de l'Europe où il y a un refus de participer à cette guerre. C'est comme si les génétiques anciennes souches se relevaient et disaient non, ça suffit, nous ne voulons plus participer à ce jeu d'échecs. Nous souhaitons évoluer vers une autre stratégie politique. Nous ne souhaitons plus adhérer à cet échiquier politique. Tu perçois autre chose? Donc, il y a des alliances qui vont se faire et se défaire assez rapidement. Et ça va avoir un impact au niveau planétaire. C'est comme un découpillage de grenades à retardement. Ça va exploser dans l'endroit où on s'y attend le moins. Il y a des diversions qui se font
pour occuper un endroit de la planète pendant que la vraie stratégie se joue à un autre niveau. Un niveau qui n'est pas terrestre. Autre chose? Non. D'accord. Selon le rapport annuel de l'association non gouvernementale ACLED, Armed Conflict Location and Event Data Project, en janvier 2024, les conflits dans le monde ont augmenté de 40% au cours des 3 dernières années. Que perçois-tu à ce sujet? La fréquence de pouvoir, la lutte, la domination, l'annihilation de la souveraineté de l'être humain. Le meilleur moyen, c'est d'utiliser l'agressivité, la haine, la guerre, créer le chaos, générer des fréquences les plus basses possibles. Toute source de conflit est bonne à prendre afin de couper l'être humain de sa bonté, de sa joie, de sa créativité. L'être humain occupé à sa créativité en faisant une guerre devient noir et cette noirceur se diffuse tout autour de lui. Et plus cette noirceur se diffuse, plus ça crée du chaos et plus cela permet de contrôler et de dominer quand on est en dehors de ce chaos. Tu perçois autre chose? Non. Ok. Nous en avons fini avec les questions communes. Donc, je vais pouvoir approfondir les réponses que tu as données précédemment. Tout à l'heure, à la première question, tu m'as parlé de fréquence, de couleur, d'une couleur très sombre au-dessus d'Israël, et qu'aujourd'hui, il y avait comme une lentille qui empêchait cette couleur sombre de s'étendre sur la Palestine. J'aimerais que tu ailles approfondir ces perceptions. D'accord. Tu me dis ce que tu perçois, ce que tu vois, ce que tu ressens. Alors la lentille, c'est elle qui attire mon attention. D'accord. C'est en touchant la lentille, ça n'est pas quelque chose d'humain. C'est une technologie non humaine. C'est une technologie extraterrestre. Donc les extraterrestres interviennent pour détourner les fréquences émises par Israël. Tu peux me préciser détourner les fréquences? Les inverser. Ils inversent les fréquences. Israël avait une fréquence de domination, de pleine réussite dans les prises de contrôle. Et cette fréquence est en train de s'inverser par le biais de la technologie extraterrestre. Quel type d'extraterrestres interviennent? Alors, ce sont des grandes plateformes métalliques avec des propulseurs très rapides. Et sur ces plateformes, il y a différentes formes d'extraterrestres. Quel est leur objectif? Inverser le contrôle de la planète Terre. C'est-à-dire? Expérimenter une nouvelle domination.
les pays en voie de développement contre les pays dits riches, inverser la donne, étudier les comportements, voir ce qui se dégage comme tendance comportementale. Quand on change l'environnement. Et quel est l'impact fréquentiel sur l'humanité de cette nouvelle expérience? C'est une remise à zéro des fréquences. Ça va jusque dans la mémoire, la plus ancienne. Créer la confusion dans les esprits, créer l'oubli, pouvoir repartir différemment dans l'histoire de la planète. D'accord. Donc là, c'est vraiment juste la continuation d'un gigantesque jeu d'expérimentation. C'est ça. Ok. Est-ce que tu perçois un autre plan qui irait contre celui-là, d'origine extraterrestre, où il n'y a vraiment que celui-là au niveau extraterrestre qui se dégage sur la Terre, dans le cadre de ce conflit? Non, je ne vois que ce plan-là pour le conflit dont il est question. D'accord. D'accord. Tu m'as ensuite parlé de ramifications qui partaient dans tous les sens pour partir et revenir vers Israël. Oui. Tu peux m'en dire davantage sur les connexions qui existent? Et tu m'as parlé en particulier de la connexion Israël-USA. Qu'est-ce que tu en perçois? Il y a différentes fréquences qui sont au niveau terrestre avec différents monuments, symboliques D'accord. qui sont utilisés pour activer ces connexions. Est-ce que... Oui, vas-y. Et ces connexions permettent d'élever et de baisser certaines fréquences de certaines génétiques qui sont au pouvoir. Tu peux développer? Regarde celle qui attire ton attention. Oui. C'est celle des États-Unis qui attire mon attention. D'accord. Et les fréquences émises par la plateforme d'Israël vers les États-Unis sont telles qu'elles vont brouiller le sens commun des décisionnaires qui vont être, pour certains, avec une génétique particulière, à l'écoute des consignes, à l'encontre des intérêts de leur pays. Ah, d'accord. Donc ça n'a pas forcément de sens commun pour certains décisionnaires étrangers, mais pour eux, ça en a puisqu'ils ont une inversion de leur discernement. Et là, tu parles des dirigeants des deux pays, Amérique et Israël? Non, Amérique. Amérique. Oui. Et tu me parlais de la génétique, le brouillage et l'inversion passent par la génétique? Oui. C'est une question de fréquence et d'ajustement. Comme la radio, c'est brouillé si tu n'es pas sur la bonne fréquence. Et c'est tout à fait perceptible quand tu es relié à la bonne fréquence. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que la génétique incarnée en Amérique permet ce brouillage? Parce que c'est un mélange de beaucoup de génétiques, dont les génétiques des peuples primaires. Et c'est particulièrement cette génétique qui est mélangée à celle de ce que nous appelons l'Europe. Quand elles sont mélangées,
la réceptivité est amplifiée. Donc, quand tu dis réceptivité, on est d'accord, c'est réceptivité aux fréquences émises par les plans interférents. Ah oui, tout à fait. Ok. Et du coup, on n'a pas ce type de brouillage chez, par exemple, auprès des dirigeants israéliens, par exemple. Non, pas du tout. C'est autre chose. C'est quoi? C'est une fréquence de plein pouvoir. Et qui émane de quoi? Qui émane d'où? Je vois une sorte de point zéro. C'est un point de référence planétaire qui fait que la fréquence de plein pouvoir part d'Israël et préexiste dans les génétiques des dirigeants. D'ailleurs, ils sont choisis pour ça. De ce pays en particulier ou de la génétique des dirigeants ou son Non, humanité? de ce pays en particulier. D'accord, donc il y a des génétiques particulières par dirigeant selon les pays? Oui. Pas que pour Israël, ça vaut aussi pour les dirigeants américains, français ou... C'est ça. D'accord. Et quelle différence, du coup, tu vois entre la génétique dirigeante en Amérique, en Russie, par exemple? Quelle différence fréquentielle majeure tu perçois? Ils n'ont pas le même mode de contrôle. D'accord. Certains contrôlent avec l'agressivité, d'autres contrôlent avec la subtilité. Il n'y a pas le côté agressif. La domination est toujours un objectif, mais les moyens ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas utilisés de la même manière D'accord. pour arriver à leur fin. Et est-ce que tu perçois, alors qu'est-ce que tu perçois plutôt dans le choix de la génétique dirigeante côté de la Palestine? C'est une génétique avec une très très forte intuition. Comme s'il pouvait lire à travers l'histoire, la stratégie qui est proposée. Et, ils ont les mémoires en eux des anciennes civilisations qui ont construit la planète. Et de cette manière, ils sont beaucoup moins influençables. D'accord. Du coup, y a-t-il une intention particulière? Est-ce que tu perçois une intention particulière du plan actuel interférent par rapport à cette génétique particulière palestinienne, enfin incarnée en ce moment dans ce secteur-là? Pour les objectifs à atteindre, c'est une génétique qui est dérangeante. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que cette génétique ancienne qui a les mémoires de vraiment des origines soit à cet endroit-là de la Terre? La fréquence de la Terre, oui. D'accord. Quel type de fréquence? C'est le niveau de fréquence qui est très très fort et qui rentre en résonance avec la génétique qui permet de créer de nombreuses potentialités. À commencer par réinverser la géopolitique. D'accord. Et là, tu me disais qu'il va y avoir des renversements également au niveau géopolitique.
que va devenir du coup cette génétique incarnée avec les conditions actuelles, si tu te projettes sur la suite du conflit? Elle va être préservée de justesse D'accord. par les changements d'alliance. Mmh. Est-ce que dans tes perceptions, le plan interférent, qui veut expérimenter autre chose, cherche à supprimer cette génétique? Ils cherchent à ce qu'elle soit la moins présente possible D'accord, pour que leur plan ne soit plus du tout contrecarré. d'accord. Est-ce que, dans les parties prenantes à ce conflit, ça comprend aussi, le côté de la Russie, de l'Amérique et d'Israël évidemment. Est-ce que certains ont conscience de ces enjeux chez les humains? Énormément de brouilleurs, de capteurs pour voir si les brouilleurs fonctionnent bien, qui sont positionnés un petit peu partout pour éviter ces prises de conscience. Mmh. Et D'accord, seules certaines génétiques bien choisies, qui ne sont pas forcément dirigeantes, ont le discernement pour se rendre compte de ce qui se passe au sein de la planète et au sein de l'humanité. d'accord. Est-ce que tu perçois par exemple un brouillage particulier au sein de la population, israélienne? Les brouillages sont les mêmes. Du côté israélien, palestinien, pareil? Oui. D'accord. Mmh. Tu m'as parlé également de souterrains, au sein desquels, les choses se font et se défont, de souterrains dans lesquels les satellites, ne peuvent pas auxquels les satellites n'ont pas accès. Oui. Pourrais-tu m'en dire plus? Oui, c'est un, un matériau très spécifique qui permet de brouiller tout type d'invasion de communication extérieure. Ce n'est pas un matériau d'origine humaine. C'est une technologie extraterrestre. Et personne ne doit parler de ces endroits. Cette technologie a été donnée à une certaine partie des dirigeants humains, déjà? Oui. OK. Et qu'est-ce que tu perçois du coup dans ces souterrains? Il y a énormément de conversations, savoir quelles seront les prochaines cibles, quelle va être la prochaine stratégie à adopter, pouvoir maintenir l'humain sous contrôle. Mmh. C'est là que ce débat par le changement de stratégie dont tu m'as parlé déjà? Oui. D'accord. OK. Tout le reste, c'est pour la décoration, ce qui se passe en dehors des souterrains. C'est une distraction. Est-ce que certains, humains ont conscience de ces souterrains? De ce qui se passe? Oui, oui. Quel pourcentage de la population a conscience de ça? Euh, de nombreux dirigeants en ont conscience. D'accord. Ils savent qu'ils ne doivent pas parler. Est-ce que des consciences non dirigeantes, non contrôlantes, même dans le physique, en ont conscience dans la population? Oui, à 10%. 10%. D'accord. Mais tant que ça reste à 10%, c'est très bien. Il n'y a pas À par d'inquiétude à avoir. à partir de quel seuil ce serait embêtant pour, les contrôlants? 25%. Et est-ce qu'il y a une probabilité, d'arriver à 25%? Sur cette ligne temporelle? Pour l'instant, les choses se déroulent selon leur plan. Mmh.
Pour l'instant. Après, dans quelques années, il n'y a pas de certitude. Il n'y Est-ce a pas qu'il de y a certitude parce qu'il y a une accélération temporelle. Et cette accélération temporelle, elle rend beaucoup plus difficile la valorisation et l'estimation de toutes les petites boîtes qui ont été posées un peu partout pour capter les fréquences nécessaires à faire ces calculs. D'accord. Est-ce que, avec les conditions ésotériques actuelles, sur cette ligne temporelle, est-ce que l'être humain, doté de son pouvoir créateur, a les moyens, là, de modifier la ligne temporelle, de faire en sorte que, justement, le cap de 25% soit atteint et qu'en fait, les consciences libres prennent le dessus? Non, ça dépend de l'éveil de la conscience. Mmh. Plus la conscience est éveillée, plus elle est puissante. Et Et dans notre... Oui. plus elle peut contribuer à un réveil fréquentiel. Et donc entraîner un autre rouage, qui est celui de sortir de ces carcans. Et dans notre pouvoir créateur, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux? Et les émotions, très hautes. D'accord. Est-ce que tu vois des moyens d'action qui ressortent, qui attireraient ton attention? C'est comme s'il y avait une chaîne de haute fréquence tout autour de la planète, en continu. Comme pour allumer une lumière, si tu n'as pas de quoi éclairer, tu peux pédaler et tu vas utiliser un système qui va te permettre d'éclairer. C'est la même intention que tu peux émettre. Est-ce qu'il faut un certain nombre de Oui. consciences réellement réveillées pour ça? Une certaine fréquence plus qu'un certain nombre. Mais plus le nombre est grand, mieux c'est. Après, ça dépend de la fréquence de la conscience elle-même. Alors, est-ce que quelques consciences fréquentiellement très très élevées pourraient suffire? Elle pourrait entraîner d'autres consciences moins élevées. Et il n'y a que des consciences élevées, pas plus, pas moins. Mais c'est la Oui, bien force de sûr. la fréquence qui est importante de la conscience. D'accord. D'accord. Et de la même façon, est-ce que la conscience, encore une fois, incarnée dans sa fréquence, peut faire en sorte que la conscientisation de ce qui se passe dans le conflit s'améliore par les consciences extérieures au conflit, en France, ailleurs, hein, peu importe? Oui, ça peut être un élément intéressant à prendre en compte. Donc pour toi, il y a largement les moyens par la conscience, de toute façon ça passe par la conscience, de créer une énergie de paix sur le conflit actuel? Oui, en se reliant à rien d'autre que la conscience. D'accord. Et c'est faisable sur cette ligne temporelle pour Oui. toi? Ok. Tout à l'heure, tu m'as également parlé d'une forte connexion Israël-USA, bon ça on y est revenu, qui se disloque par l'émergence de zones à l'est de l'Europe. J'aimerais que tu m'en dises plus là-dessus. Qu'est-ce que tu perçois? Les fréquences des pays qui font partie de l'Europe mais qui sont très à l'est se modifient, se modulent, se pacifient. C'est comme s'il y avait un effet boule de neige ou alors un jet de quilles. Il y a
un pays qui commence et après c'est ceux qui sont proches vont suivre. Il y a toujours des îlots, mais pas très fréquentiellement élevés. Pourquoi cela se passe à l'est de l'Europe? Parce qu'avec la situation géographique, ils sont moins impactés. Et la situation également de la météo. Alors moins impactés par les plans interférents, par les fréquences? Par les fréquences qui sont diffusées. D'accord. Est-ce que c'est lié à la fréquence de la Terre à cet endroit? Alors le froid permet d'être moins impacté. D'accord. On peut diffuser depuis des zones très très froides, mais ça impactera moins les populations. Pour quelle raison? Les fréquences ne sont pas diffusées de la même manière avec le froid, avec la Je comprends. technologie existante. Je comprends. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu perçois, par rapport à la France, qui a des génétiques anciennes également? Comment les consciences réagissent-elles par rapport à ça? Les génétiques les plus pures sont moins touchées que les autres génétiques en France par les fréquences bien particulières qui se diffusent afin de générer des conflits, afin de créer le chaos, afin de créer l'agressivité. Et oui? Les génétiques les plus fortes diffusent leurs fréquences dans leur entourage et réussissent à moduler les fréquences qui les entourent avec leur bienveillance. D'accord. Actuellement, quel mouvement tu perçois au sein des consciences justement, en France? C'est une oscillation qui je perçois. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas une fréquence basse ni une fréquence plus haute. C'est un mélange de toutes ces fréquences. Ça bouge dans tous les sens. D'accord. On dit souvent que la France, par sa génétique justement incarnée, heu, peut avoir un rôle à jouer. Est-ce que dans ce domaine-là, dans ce conflit-là actuel, il y a effectivement un rôle particulier des génétiques françaises? En fréquence, les génétiques, où qu'elles soient sur cette planète, ont un rôle à jouer. Et dans certains milieux en France, oui, elles ont un rôle à jouer. Comme dans une gamme, il y a des notes de musique qui sont plus fortes que d'autres quand on les joue et les fréquences françaises sont plus fortes quand on les laisse s'exprimer. D'accord. D'accord. Parce qu'il existe aussi des systèmes de brouillage en France, Mmh. dans différents endroits de la France, pour qu'elles ne s'expriment pas. Hmm, pour les diminuer en intensité. À quels endroits? Les endroits de pouvoir. Et D'accord. particulièrement là où il y a des obélisques. Mmh. OK. Tu as parlé également, heu, d'explosions là où on ne s'y attendrait pas, qu'il y avait des diversions. Tu peux m'en dire plus?
Pour réussir une prise de pouvoir, c'est important de faire des diversions, comme un feu d'artifice. Ça commence très faible et après il finit très fort, pas forcément là où on l'attend. C'est la même chose avec les événements en ce moment. Mhm. Tu m'as parlé également d'une fréquence de pouvoir et de disparition de la souveraineté de l'humain. Tu peux m'en dire davantage? Oui, c'est une sorte de programme qui est déjà encodé dans le cerveau. Dans le cerveau humain? Oui. Tous les cerveaux humains? Oui, par défaut. Après, il y en a certains qui s'activent, d'autres non. Encore une fois, ça dépend de la fréquence de la conscience et de des émotions, si elles sont plutôt hautes, plutôt basses ou plutôt chaotiques. L'expression de la fréquence change en fonction de la forme de chaos qui habite l'humain. À quel pourcentage cette programmation encodée est-elle active actuellement au sein de l'humanité? 35%. Donc elle est inactive à 65%? Oui, parce que pour l'instant, c'était pas programmé. Là, c'est programmé avec toutes les substances que l'on respire, que l'on mange. Ah oui, elle est en cours en fait de libération dans les cerveaux. C'est ça. Ok. Donc tu m'as parlé de ce que l'on reçoit. Tu peux m'en dire plus? Oui, tout est une onde, fréquence, ce que l'on respire, ce que l'on mange. Il y a des niveaux de fréquences qui sont acceptables dans ce que l'on respire, ce que l'on mange. Après, ça va inverser des systèmes, ça va créer de nouvelles fréquences, modifier des comportements pour rendre l'humain plus malléable. Tu peux me donner des détails pour ce que l'on respire? Oui, il y a des particules fines qui sont régulièrement diffusées dans l'atmosphère. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact? Respirer correctement dans des zones boisées, très Boiser. fortement boisées. Que ce soit en forêt, dans les montagnes, en forêt, dans les plaines. Aller vers tout ce qui est océan, mer en mouvement. Respirer pour bénéficier de la charge des électrons. Mmh. L'action de l'eau de mer. Oui. Aller vers tout ce qui est le plus naturel possible. Et par rapport à ce que l'on mange, que perçois-tu? Ça dépend de la génétique, ça dépend du niveau de stress, la manière dont on mâche, la manière D'accord. dont on respire. C'est pas qu'une question d'alimentation, c'est une question d'être. Encore une fois, de fréquence et de conscience. Oui. Tu peux m'en dire plus sur la façon de mâcher? Je mâche parce que j'ai peur d'être en retard. Je mâche une nourriture saine qui devient impropre à la consommation. Je mâche mes peurs, je mâche mes joies. Je mâche lentement,
Je digère lentement. Et mes cellules se réjouissent lentement. C'est cultiver l'art de la lenteur. Donc tu veux dire que la lenteur est bénéfique? Oui, c'est cultiver l'art de la lenteur qui est important. D'accord, donc la lenteur dans tous les aspects de enfin la lenteur, sans excès évidemment, mais dans beaucoup d'aspects de la vie, étant donné qu'on est souvent pressé, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. De retrouver une sorte d'harmonie en fait. Écouter sa fréquence intérieure Hmm. et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à soi. D'accord, donc en fait, ce que tu me dis, c'est que c'est plus la façon dont on va aborder la nourriture que la nourriture elle-même. Est-ce que ça va jusqu'à, par exemple, manger des choses vraiment transformées dont on sait qu'elles ont un côté nutritif quand même très faible, mais si tu le fais avec une fréquence différente, ça va quand même aller? Alors, s'alimenter de cette manière exclusivement, ce n'est pas très intéressant pour les fréquences. Mm. Partiellement, c'est possible. D'accord. D'accord, donc on peut quand même compenser une certaine partie de l'alimentation dans certains cas qui serait Oui, moins riche par une façon de l'aborder. oui, c'est ça. D'accord. Euh, Bien, nous en avons terminé avec cette investigation. Caroline, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous maintenant. Et on va redescendre tranquillement. Je compte jusqu'à 3. 1. Tu rentres dans ton corps, tu agites tes mains, tes pieds. 2. Tu choisis la fréquence qui te convient le mieux pour le reste de cette journée. 3. Tu ouvres les yeux à ton rythme. Tout va bien. Oui, merci. Je te remercie encore vraiment pour cette investigation. C'était passionnant. Et Merci à toi. je laisse la place maintenant à la vidéo de Calogero Grifasi qui explique les tenants et les aboutissants des investigations. Parce qu'on ne peut pas en faire tout et n'importe quoi. C'est important de savoir ce qu'on regarde en regardant une investigation. Donc, place à Calogero Grifasi et à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria.
Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.